Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Émission spéciale ce soir autour de l'audition d'Alexandre Benalla, puisque c'est ici même que cela s'est passé. Dans notre grand débat, nous nous arrêterons notamment sur son comportement ce matin. Ce qu'il a montré de sa personnalité, deux visages très différents en moins de 2 semaines. Capable un jour d'insulter le Sénat et de lui présenter des excuses un autre jour. Je ne suis pas un voyou, nous dit-il, mais il y a le poids des mots et celui des images. Beaucoup de scepticisme dans les réactions politiques. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. Nous verrons que l'audition n'a pas mis un terme au bras de fer entre le gouvernement et le Sénat. Benjamin Griveaux remet encore en question la légitimité de cette commission d'enquête et même la déontologie de son président, Philippe Bas. Est-ce une nouvelle forme de pression et donc une nouvelle atteinte à la séparation des pouvoirs? L'analyse de nos juristes à suivre. Mais d'abord, cette audition vue et vécue de l'intérieur. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Sueur, sénateur co-rapporteur de la commission d'enquête. Il a longuement interrogé Alexandre Benalla ce matin. Il nous dira ce qu'il en a pensé. Avant de lui poser la question, retour sur les 3 auditions de la journée, parce qu'il y en avait 3. C'est avec Sandra Cerquera. Devant les sénateurs, Alexandre Benalla minimise son rôle à l'Élysée. Il assure n'avoir jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Affirmant même que sa demande de port d'armes était destinée uniquement à sa sécurité personnelle. La mission de police n'est pas un préalable à la délivrance de l'autorisation de port d'armes. Pourtant, lors de son audition, l'ancien chef de cabinet du préfet de police de Paris affirme le contraire. Le port d'armes a été octroyé à Alexandre Benalla, non pas pour sa propre sécurité, mais au vu de ses missions, qui pouvaient être assimilées à des missions de police. Considérant l'action d'Alexandre Benalla de coordination de sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR, considérant qu'il exerçait sa mission auprès du président de la République, qui fait l'objet de nombreuses menaces, et considérant qu'il était de fait manifestement exposé à des risques d'agression, c'est ça qui est écrit dans l'arrêté, le préfet de police a validé sa demande. Il était présent lors des manifestations du 1er mai. Le gendarme réserviste Vincent Kraz, à qui la demande de huis clos a été refusée, garde quant à lui le silence. Il ne dira rien sur l'émission d'Alexandre Benalla. Vous ne pas vous dire je ne savais rien. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Monsieur le sénateur, même si je sais ces choses, je ne vous y répondrai pas. Je ne connais pas sa fiche de poste, je n'ai pas lu son contrat de travail, donc je ne vais pas me risquer à dire des approximations. Au bout de ces 3 auditions plus qu'attendues, les sénateurs sont catégoriques. Les contradictions subsistent sur le port d'armes et l'émission d'Alexandre Benalla. Et avec nous pour l'entretien, Jean-Pierre Sueur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur PS du Loiret, membre de la Commission des lois et donc co-rapporteur de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Monsieur le sénateur, avec quelques heures de recul maintenant, les choses se sont un petit peu calmées autour de nous. Est-ce que vous avez le sentiment d'y voir plus clair dans ce dossier? Vous savez, nous sommes d'abord toujours restés très calmes. Et la force ici au Sénat, c'est que ces 25 auditions, il va y en avoir d'autres, se déroulent dans la sérénité, le calme, le respect, sans aucune complaisance, avec vigilance. Nous faisons notre boulot. Il y en aura d'autres, lesquels? Il y aura d'autres personnes qui ont été liées aux événements que chacun connaît. Donc vous connaissez l'identité déjà? Non, nous allons bien entendu vous en faire part dès que possible. Aussi des spécialistes de sécurité et des juristes, parce que notre travail, voyez-vous, c'est d'abord d'établir la vérité. Et comme il y a de plus en plus de contradictions, nous allons aussi faire état des contradictions. Lesquelles pour le moment? Alors ensuite, notre travail, je finis de répondre à la question précédente, notre travail c'est de regarder tous les dysfonctionnements et c'est de faire des propositions pour y remédier. Voyez-vous, c'est très important. La Constitution, elle dit que le Parlement il doit faire la loi, mais aussi contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. C'est à ça que servent les commissions parlementaires. Et que tous les Français, tous les journalistes aient pu voir tout cela en direct, eh bien c'est important, comme ça a été dit sur ce plateau ce midi, pour la démocratie tout simplement. Vous répondez à Benjamin Griveaux? Vous répondez aux attaques du gouvernement? Je réponds tout de suite à Benjamin Griveaux. J'ai d'ailleurs défendu Philippe Bas ce matin à ses côtés face à ces nouvelles attaques de Benjamin Griveaux. C'est absurde.
plus le pouvoir exécutif fait de pression et de critiques à l'égard du Parlement, plus il se fait du tort à lui-même. Voyez-vous, on nous a dit la semaine dernière, le matin, le midi, le soir, qu'il existait un article 51 et un article 24 dans la Constitution et qu'il ne fallait pas interférer dans le travail de la justice. Mais nous le savons. Et non seulement nous le savons, mais nous sommes très vigilants. Ce matin, il y a peut-être eu 100 questions posées en tout. Il y a eu une question qui risquait de déborder. Le président et les deux rapporteurs ont dit non, cette question ne sera pas répondue. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais qu'est-ce que je dis à M. Griveaux et à tous les autres ministres, aux personnes qui ont téléphoné, etc. Moi, je leur parle par votre intermédiaire, si vous le permettez. Bien sûr, allez-y. Quel est le message à Benjamin Griveaux ce soir? Vous êtes très attentif à la séparation entre le pouvoir judiciaire et le Parlement. Mais il faut que vous soyez aussi attentif à la séparation nécessaire entre le pouvoir exécutif que vous êtes et le pouvoir législatif que nous sommes. Et pas d'interférence non plus Mais qu'il nous laisse faire notre travail, et d'ailleurs nous le ferons, et que le pouvoir exécutif fasse le sien, et puis nous ferons un rapport, et j'espère que ce rapport sera lu avec profit. C'est tout. Sur le fond de l'affaire Benalla, vous parliez de contradictions. Lesquelles avez-vous observées? Les contradictions se multiplient au fur et à mesure que nous faisons des auditions. Donc c'est quelque chose qui est un sujet de réflexion. Voyez-vous, c'est très simple. Hein, sous serment, monsieur le directeur de cabinet nous dit: Monsieur Benalla n'a jamais porté une arme lorsqu'il accompagnait le président de la République dans ses voyages officiels. Sous serment, Monsieur Benalla nous dit qu'il lui est arrivé de porter des armes lors des voyages officiels. Bon, on nous a dit, et ça a été la parole du secrétaire général de l'Élysée, du directeur de cabinet et du chef de cabinet. Monsieur Benalla n'exerce aucune mission de sécurité ni de police. Il obtient un port d'armes. Nous regardons ce port d'armes. Il est écrit « considérant que M. Benalla exerce des missions de police ». Et lui dit que c'est pour des raisons personnelles, pour sa sécurité personnelle. Et lui dit, alors l'Élysée nous dit, on a demandé un port d'armes par rapport à ses fonctions, qui néanmoins ne sont pas des fonctions de police ni de sécurité, si bien qu'aucun des autres membres de la chefferie de cabinet n'a de port d'armes. Et lui nous dit, c'est parce que je suis menacé, c'est pour ma sécurité personnelle, pour rentrer chez moi. Donc, je ne prends que cet exemple du port d'armes, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Mais elle est intéressante. Il y a des contradictions. Je voudrais justement qu'on reste quelques minutes sur cette question du port d'armes, sur laquelle vous avez vous-même insisté ce matin. Alexandre Benalla a assuré qu'il avait demandé cette autorisation pour des raisons personnelles, pour sa sécurité personnelle, et il a fait savoir qu'il n'était pas le seul. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous me donniez votre réaction juste après. J'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Élysée se sont déjà vus délivrer des autorisations de port d'armes. Je pense par exemple, je vais citer son nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais M. Michel Charasse, lorsqu'il était collaborateur de François Mitterrand, il disposait d'une autorisation de port d'armes. Est-ce que M. Michel Charasse était le garde du corps de François Mitterrand? Je ne le crois pas. Un certain nombre d'autres, sous la présidence, Chirac par exemple, il y a eu des collaborateurs du président qui ont pu disposer d'une autorisation de port d'armes. Il y a un certain nombre de parlementaires qui disposent d'une autorisation de port d'armes. Ça ne fait pas d'eux des gardes du corps des autres parlementaires. Et vous l'avez compris, il a pris à partie un certain nombre de responsables politiques en disant « je ne suis pas le seul ». C'est ça le message. Je vais être très précis. On peut avoir un port d'armes pour deux raisons. Première raison, parce qu'on a un policier ou un gendarme et que ça fait partie de la fonction. Deuxième raison, parce qu'il y a des personnes qui sont menacées et en effet, un port d'armes peut leur être accordé. Pourquoi Michel Charasse avait-il un port d'armes? Parce qu'il s'est occupé de la Corse et il a été gravement menacé à certaines périodes. Lui n'est pas rentré dans le détail des menaces dont il fait l'objet, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais si vous voulez, ça c'est tout à fait légitime que le ministère de l'Intérieur puisse délivrer un port d'armes. Mais c'est intéressant qu'il vous ait pris à partie. C'est un axe de défense qui a peut-être pu vous choquer d'ailleurs. Non, mais pas du tout, pas du tout. Par contre, ce qui pose réellement problème, c'est quand il dit
plusieurs personnes avaient un portable, mais ils n'étaient pas pour autant le garde du corps du président de la République. Mais la question, je vais vous la dire, la question que nous nous posons de plus en plus, c'est qu'au début, on a cherché à nous présenter M. Benalla comme un gentil organisateur, comme on dit dans un club célèbre, de voyage. Donc il organise les déplacements. Bon. On se demande s'il ne va pas ouvrir une agence de voyage. Bon. Et puis de fil en aiguille, on se rend compte qu'il coordonne, et puis qu'il coordonne la sécurité, avec d'autres choses. Et puis on se rend compte qu'il y a un groupe de travail qui s'occupe de réformer la sécurité du chef de l'État et sa protection. Et qu'il est question de fusionner le groupe de sécurité du président de la République et le commandement militaire, et que lui, il est au cœur de ça. Et qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il dit, entre guillemets, dans le journal du dimanche? Il dit, on était en contradiction avec le ministère de opposition. En opposition, exactement. Le ministère de l'Intérieur était opposé. Et il s'est justifié, il a parlé d'opposition de personne, qui était réglée depuis. Vous vous rendez compte, l'adjoint, l'ancien adjoint au chef de cabinet du président de la République, qui dit, ben voilà, le ministère de l'Intérieur était opposé à nos projets. Enfin, je rêve. En général, entre la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur, il y a un minimum de cohérence. Alors il nous dit aujourd'hui, oui, c'est pas grave, c'était deux personnes, vous vous rendez compte, c'est pas le ministère de l'Intérieur, deux personnes pour des questions corporatistes. Bon, je ne pense pas que ce soit une juste justification, un juste commentaire de ses propres propos. Donc voyez-vous, il y a plein de choses à dire. La question, c'est de savoir si on a affaire à un spécialiste des voyages ou si la vérité n'est pas que M. Benalla est quelqu'un qui finalement, doté de la confiance du président, avait un pouvoir très important dans de très nombreux domaines, quitte à interférer avec chacun de ces domaines. C'est une question. Je ne fais pas d'affirmation. Que vous n'aviez pas eu la réponse à cette question aujourd'hui. Et nous allons continuer à faire notre job. Avec d'autres auditions à venir, on Absolument, a bien compris. Merci. Et dans le même état d'esprit. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Pierre Sueur d'avoir été notre invité. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. On va revenir sur cette nouvelle passe d'armes entre Benjamin Griveaux et Philippe Bas. Quand le pouvoir exécutif attaque le pouvoir législatif, y a-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs? Nous poserons la question à nos juristes juste après ce sujet de Jordan Klein. Les auditions sénatoriales n'étaient même pas achevées qu'une flèche est partie de l'Élysée. Une flèche décochée 7 fois par Benjamin Griveaux à l'issue du Conseil des ministres. Cœur de cible, Philippe Bas et le travail de la commission sénatoriale. Une commission qui manquerait de probité, selon le porte-parole du gouvernement. Moi, je considère que lorsqu'on est président d'une commission d'enquête, sans doute est-il heureux de s'exprimer assez peu dans la presse tant que la commission n'a pas poursuivi ses travaux jusqu'à son terme. C'est la plus élémentaire des déontologies. Après une matinée d'audition, la réaction de Philippe Bas est quasiment immédiate. J'ignorais que M. Benjamin Griveaux fut professeur de déontologie et par conséquent, laissons-lui la responsabilité de ses propos. Nous essayons de travailler en dehors de toute cette agitation politicienne. Dès le début des auditions, Philippe Bas avait tenu à délimiter strictement le cadre de travail de la commission sénatoriale, avec un impératif, ne marcher en aucun cas sur les plates-bandes de l'enquête judiciaire en cours. Il n'y aura donc pas de question sur des décisions qui relèveraient de la justice. Par exemple, sur les faits qui donnent actuellement lieu à une enquête judiciaire dont fait l'objet M. Benalla. Mission réussie donc pour cette audition. À aucun moment, les faits soulevés par l'enquête judiciaire n'ont été abordés, ni par les rapporteurs, ni par les sénateurs, membres de la commission. Et avec nous pour ce match des idées, Anne Levade, bonsoir, juriste constitutionnaliste, présidente de l'Association française de droit constitutionnel, et Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Merci à vous d'être ici également, avocat et ancien président du comité d'éthique de La République En Marche. Benjamin Griveaux qui attaque à nouveau la commission d'enquête et même la personne de Philippe Bas. Est-ce qu'il porte atteinte, oui ou non, à la séparation des pouvoirs, Anne Levade? Qui? Benjamin Griveaux ou Philippe Bas? L'exécutif sur le législatif.
Moi, j'ai pas envie de raisonner comme ça. L'exécutif craint un empiètement de la commission d'enquête sur à la fois le pouvoir judiciaire et une intrusion en quelque sorte dans le fonctionnement du pouvoir exécutif. Je pense que quiconque a regardé l'audition de ce matin voit que les choses se passent évidemment sur une ligne de crête. C'est une ligne de crête. Il y a toujours un moment où une question peut basculer du mauvais côté, mais pour l'instant, se passe, je dirais, remarquablement bien. En réalité, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est-à-dire, je n'analyse pas comme une tentative de mise en cause de la séparation des pouvoirs la position de Benjamin Griveaux. Je pense qu'il s'inquiète à tort, mais je comprends en même temps qu'il y ait une inquiétude, compte tenu de l'objet, et surtout compte tenu du fait que cette affaire dure. Parce qu'en réalité, le problème de la commission d'enquête, c'est aussi que ça fait continuer à parler de cette histoire que le gouvernement aimerait bien, et l'exécutif aimerait bien voir derrière lui. Mais en alimentant aussi, il fait continuer la polémique. Voilà, et surtout, en fait, moi, ce qui me surprend beaucoup dans ce débat autour des principes juridiques, c'est qu'en réalité, le garde des Sceaux avait le moyen de faire obstacle à la constitution des 2 commissions d'enquête. Parce qu'on le dit rarement, mais lorsque des commissions d'enquête sont constituées, en particulier sur des affaires qui sont en lien avec une procédure judiciaire, il y a un dispositif qui conduit à ce que le garde des Sceaux soit sollicité pour dire si oui ou non il y a empiètement. Et bien évidemment, si le garde des Sceaux dit qu'il y a empiètement, dans ce cas-là, on redéfinit le périmètre de la commission d'enquête, ou le cas échéant, d'ailleurs, on y renonce. Le périmètre de la commission d'enquête du Sénat, il est sciemment décalé par rapport au fait du 1er mai et de la place de la Contrescarpe. Le périmètre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'était les événements de la Contrescarpe du 1er mai. Or, ni dans un ni dans l'autre cas, rien n'a été dit à l'époque par le garde des Sceaux pour alerter sur l'éventuelle difficulté. Donc, pardon d'être trivial, mais j'allais dire, le coup est parti maintenant, c'est fini. Enfin, et elle s'est réveillée un peu tard, puisque pour le coup, la voilà, ministre c'est de la Justice difficile en a parlé. Non, mais elle avait forcément été alertée en amont, donc c'est difficile aujourd'hui de venir dire que d'un seul coup, ça porterait atteinte soit à l'information judiciaire, soit à l'équilibre. Et il y avait sans doute des arguments pour défendre l'idée qu'il ne fallait pas en faire. Hein. C'est bien ce que je veux dire. Hein. Mais c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard aujourd'hui. Jean-Pierre Mignard. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Anne, parce que d'abord, je ne comprends pas. Au début, il faut le dire, le gouvernement a une position très libérale sur ces sujets. Il n'y a eu aucune entrave à l'action de la justice, tant mieux. C'est une bonne chose. Sachant que, d'une certaine manière, le procureur de la République dépend toujours quand même du garde des Sceaux. Hein. J'espère d'ailleurs qu'un jour la révision constitutionnelle entre nous se fera et que la carrière des membres du parquet sera définitivement entre les mains du Conseil supérieur de la magistrature et qu'on pourra définitivement les appeler des magistrats, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme. Non, là, les commissions d'enquête, c'est vrai, Anne a raison, le garde des Sceaux aurait pu s'y opposer. Elles ont eu toutes les 2 lieu avec des fortunes diverses. Donc, pourquoi continuer peut-être à s'agresser? Ça me semble en effet ça me semble inutile, parce que la commission a eu lieu ce matin, c'était un exercice de funambulisme, d'ailleurs, pour les 2. C'est-à-dire pour la commission, d'une part, et puis pour l'Assemblée, pour le Sénat, et puis pour M. Benalla, d'ailleurs, parce que lui-même avait adopté un ton, j'allais presque dire, de sénateur à son tour. Ce qui fait que c'était quand même très, très sourcé de sa part. Les questions étaient en effet millimétrées, c'était pas commode. De la part de la commission d'enquête, j'y ai fait très attention. Et je trouve en effet que ce n'était pas très commode, mais qu'elle a respecté le périmètre qui devait être le sien. Enfin, dernièrement, je n'ai pas le sentiment qu'on ait appris grand-chose. Alors, ce qu'il faudrait faire quand même, il faudrait prendre garde à vraiment dire, puisqu'on n'a pas encore appris, c'est qu'on ne sait pas tout. Mais vous savez, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à apprendre. Vous savez, c'est qu'à un moment donné, la volonté de savoir se nourrit de ce que l'on ne parvient pas à savoir. Vous avez parlé de la réforme voilà, il faut faire attention à cela. Vous avez parlé de cette réforme constitutionnelle qui approche à grands pas. S'il y a quelque chose qu'on apprend peut-être à l'issue de cette affaire, c'est qu'effectivement, cette réforme qui voulait renforcer le pouvoir de l'exécutif, peut-être que la donne est un peu changée. Alors, a priori, le projet n'est pas changé et tel que les choses se sont déroulées, le débat a été suspendu et donc devrait reprendre au point où il a été interrompu devant l'Assemblée nationale. Sauf que ce qui est sûr, c'est que, et je pense que c'est une carte qu'ont sciemment joué les parlementaires, à la fois les députés et les sénateurs d'ailleurs, parce que s'il y avait aussi une volonté de la part de l'Assemblée nationale de constituer une commission d'enquête, c'était sans doute pour montrer qu'il y avait, dans le contexte particulier du débat sur une révision constitutionnelle que l'on disait plutôt défavorable au Parlement, un vrai rôle institutionnel du Parlement.
dans notamment sa fonction de contrôle et d'évaluation que l'on voit ici mise en œuvre. Et que, sans doute, il y a aussi eu, ce qui contribue à ce que la période soit complexe, il y a sans doute eu un message à l'adresse de l'exécutif. En tout cas, ce sera beaucoup plus difficile à l'avenir de ne pas tenir compte d'observations faites par les parlementaires qui viendraient expliquer qu'ils sont inquiets de la réduction des compétences qui sont les leurs. Alors, lors de cette audition, Alexandre Benalla a fait savoir qu'il avait un master de droit et il est vrai qu'il s'est appuyé à plusieurs reprises sur ses connaissances juridiques pour répondre aux questions des sénateurs. Ce fut le cas notamment sur le port d'armes. Il cite même le Code de sécurité intérieure. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Sur l'autorisation de port d'armes, la mission de police n'est pas un préalable à la délivrance de l'autorisation de port d'armes. Il est prévu par les textes, le Code de la sécurité intérieure en espèces, que peut se voir délivrer tout fonctionnaire exposé à des risques dans le cadre de ses fonctions une autorisation de port d'armes par le préfet territorialement compétent. En l'espèce, c'est le cas. On a considéré, la préfecture de police a considéré que mes fonctions étaient exposées et m'a délivré une autorisation de port d'armes sur la base du Code de la sécurité intérieure. Donc quand je dis fonctionnaire, c'est fonctionnaire ou agent public. J'étais agent public. Finalement, je vois que vous ne connaissez pas si mal les règles d'attribution des ports d'armes. Voilà, et je voudrais profiter de votre présence pour faire, comme on dit, un peu de fact-checking. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Je ne vois rien qui me choque dans ce qu'il dit. Vraiment, au regard du texte, non. Il est exact qu'il est dans la proximité du président de la République. Il se trouve donc en effet exposé par les risques que qu'elle s'expose le président lui-même. Dès lors que le raisonnement qui a été mené, puisque vous êtes à proximité de quelqu'un de très exposé, vous avez la possibilité de détenir une arme pour vous protéger, ben écoutez, ça ne me semble pas choquant. Alors, peut-être effectivement que de manière vraiment très subliminale, très inconsciente, le fonctionnaire de la préfecture de police a estimé que, venant en plus de la demande de quelqu'un qui est à proximité du président dont la protection doit être particulière, il est bon ton aussi de protéger ceux qui sont à ses côtés. Franchement, je vous assure, je ne vois rien qui heurte le bon sens. Alors évidemment, en droit, on pourrait tout à fait tenir 1h30 sur ce point, mais rien qui heurte le bon sens. Or quand même, ces commissions d'enquête et les débats, elles sont jugées par le bon sens. L'opinion publique juge avec bon sens, et le bon sens étant la chose du monde mieux partagée, je pense qu'elle devrait être aussi partagée par la commission d'enquête, nous tous. C'est vraiment pas ce qui me semble choquant dans cette affaire. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a semblé choquant dans cette affaire, c'est plus ces événements de la contre-escarpe, c'est plus ce jardin des plantes. Ce n'était pas l'objet de cette commission voilà, mais rien voilà, c'est pas ça, vraiment pas. Alors, d'abord, j'ai écouté moi-même l'audition ce matin, mais j'ai entendu aussi quelques réactions où certains disaient mais c'est pas la même chose que ce qui a pu être dit dans le cadre d'autres auditions, etc. D'abord, sans prendre la défense de personne, je trouve un peu difficile de mettre exactement sur un même plan les propos tenus en audition par quelqu'un comme M. Stroda, qui est un haut fonctionnaire avec une connaissance parfaite de la rigueur de la terminologie juridique, et puis les propos tenus par Alexandre Benalla, qui, même titulaire d'un master de droit public, n'a pas exactement le même parcours et d'ailleurs ne prétend pas l'avoir. Et donc, c'est vrai que les conditions dans lesquelles on peut avoir un port d'armes quand on ne fait pas partie des forces de l'ordre, c'est, sauf erreur de ma part, effectivement, soit dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il y a des risques en termes de sécurité, soit je crois un cas particulier pour les tireurs qui sont rattachés à une fédération de tir sportif. D'accord. Oui. Ce que je crois avoir cru comprendre qu'il était par ailleurs, et que, effectivement, dans ce cadre-là, on met face à face les propos de M. Stroda disant il était visé dans l'exercice de ses fonctions, mais il était visé lui-même dans l'exercice de ses fonctions, donc il se protège aussi. Et de l'autre côté, Alexandre Benalla qui dit je l'ai fait pour ma sécurité personnelle et pas parce que j'étais le garde du corps du chef de l'État. Donc je pense que c'est difficile de déceler une contradiction dès lors qu'on a deux personnes qui, d'une certaine manière, ne sont pas dans le même registre, quasiment ne parlent pas la même langue, parce que l'un parle le langage juridique et l'autre pas. Ensuite, moi, franchement, pourquoi pas. Le fond de ma pensée, en réalité, c'est que je le crois moins quand il m'explique qu'il n'est pas ou qu'il n'a jamais... Quand il nous explique qu'il n'est pas ou n'a jamais été le garde du corps du chef de l'État. Mais
Encore une fois, oui, parce qu'il y a le poids des images. Tout ça n'est pas... Alors, il y a la question de l'autorisation du port d'armes, et puis il y a le port d'armes en lui-même. Apparemment, effectivement, Alexandre Benalla la portait, cette arme, lors des déplacements privés et publics du président de la République, alors qu'a priori, il la portait pour sa sécurité personnelle. Réécoutez ce passage et on en parle juste après. Pouvez-vous nous certifier que vous n'avez jamais porté votre arme lors des déplacements publics du président de la République? Alors si j'étais en qualité de précurseur et que je partais de mon domicile directement sur le lieu du déplacement, il a pu arriver que j'ai une arme sur moi. C'est possible, ça a pu arriver. Ça pose un vrai problème, ça? Pareil, je veux dire, dès lors qu'on reprend un raisonnement qui serait... il est exposé parce qu'il est à côté de quelqu'un qui est exposé. S'il y a le port, il y a le transport de l'arme. Donc, on est vraiment toujours dans la même, je suis toujours dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que cette décision a froissé la lettre du droit en matière d'autorisation? Ou est-ce que ça mais est-ce qu'à ce niveau-là de responsabilité, le bon sens peut suffire? J'entends ce que vous dites, vous parlez de bon sens, mais il y a quand même des questions de droit. On parle de ce qui se passe autour du président de la République. Les nations où la connaissance des lois n'est pas une science, disait Beccaria. Et ça, je crois que c'est quand même important. Il faut que les gens comprennent le sens des décisions prises. Je veux dire, pas du tout, je ne raisonne pas du tout par une espèce de mansuétude. Ça n'arrive pas. Je n'arrive pas à être choqué de cette histoire. Voilà, je suis navré de le dire. Et je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on pourrait bien en tirer sur le plan du statut, du droit, etc. Je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu l'affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, jamais aucune commission d'enquête parlementaire ne se serait réunie sur cette simple question qui apparaîtrait bien vétilleuse, n'est-ce pas, au regard du déploiement d'importance qu'elle a suscité tous ces parlementaires. Voilà. C'est pour ça que, voilà, je suis peut-être trop laxiste. C'est possible. Alors, je partage le sentiment de Jean-Pierre. Je répondrai de manière un tout petit peu différente. De deux choses l'une. Et c'est là qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas bien cohérentes, on va dire, ou pas bien claires dans ce qu'a pu dire Alexandre Benalla. Soit effectivement il l'exerçait, il avait ce port d'armes, et encore une fois le port d'armes c'est le droit de le porter, une arme, c'est pas de la détention d'armes c'est autre chose, là on est bien sur du port, donc le fait qu'il se déplace avec n'est pas un sujet. Soit ce port d'armes était lié à l'exercice de ses fonctions, et dès lors qu'il était dans ce qu'il appelle des missions précurseurs, etc., il était dans l'exercice de ses fonctions. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet, qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, c'est lui qui décide s'il le prend ce jour-là ou non, peut-être en fonction de l'appréciation des éléments, mais en tant que tel, il est autorisé à le à porter cette arme en toutes circonstances. Soit effectivement c'est sa protection personnelle, comme il a semblé le dire par moment, et c'est là qu'il y a un petit point où on ne prend pas bien, s'il voulait dire je n'étais pas là pour défendre physiquement le chef de l'État, mais pour me protéger moi parce que comme je suis à côté de lui, voilà. Donc c'est là qu'il y a effectivement un petit point bizarre. Et auquel cas, on est dans un autre registre, d'où l'argument, quand je partais de chez moi, je l'avais parce que c'est chez moi, etc. Mais franchement, sans jeu de mots sur la formule, c'est pas une affaire d'État. C'est intéressant que vous le disiez. À mon avis. Une découverte aussi lors de cette audition sur les passeports diplomatiques. Alexandre Benalla en avait 2, et à l'entendre, c'est tout à fait normal, et il n'est pas le seul. Écoutez. La délivrance de passeports diplomatiques est automatique. La délivrance, de passeports diplomatiques, est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Et donc, sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'1 an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Ça ne confère aucun avantage. Vous n'avez aucune immunité. C'est juste dès lors que vous vous déplacez avec le président de la République sur un déplacement à l'étranger ou dans le cadre de vos missions en précurseur, qui indique un peu la nature de vos fonctions, et tout le monde en dispose. Je crois même que certaines personnes qui appartiennent à l'intendance ou aux cuisines en disposent. C'est simplement, non pas une facilité, mais c'est l'usage. Il a donné le sentiment de tout minimiser finalement. Jean-Pierre Mignard, est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que finalement c'était un passe-droit ou pas un passe-droit, cette histoire de passeport diplomatique qui s'ajoute à d'autres? Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que c'est une facilité. Voilà. Je pense que c'est vraiment une facilité. Ça permet, lorsque le président de la République se déplace, que des personnes qui doivent l'accompagner n'ont pas... D'abord, c'est une facilité ou c'est une protection quand même, le passeport diplomatique, quand on va à l'étranger. Ça, c'est incontestable. Donc, ça signifie que le président de la République fait en sorte que sa suite, les personnes qui l'accompagnent, soient protégées et aient cette couverture diplomatique. Là encore, qu'est-ce que vous voulez
on ne voit pas non plus un président décider de laisser exposer particulièrement à l'étranger les personnes qui l'accompagnent. Donc, franchement, je n'arrive pas. Alors, on peut dire, oh là là, je trouve c'est un peu. Je n'arrive vraiment pas à me sentir choqué. Ça veut dire qu'il vous a convaincu ce matin? En tout cas, rien ne m'a choqué, rien ne m'a scandalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Convaincu, je ne sais pas si je dois être convaincu, mais en tout cas, il n'y a rien qui m'ait choqué. Vous voyez, je suis dans cette situation un peu trouble, entre le noir et le blanc, dans le gris. Et alors là, on est dans les méandres des usages, de la coutume. Quand il y a du flou. Hein. Oui, dans la coutume est aussi une source de droit. Hein, mais Anne Levade, sur cette question c'est coutumier. Alors, là, moi, exceptionnellement, je suis moins dans le flou, si j'ose dire, ou moins dans le gris. Parce que vous êtes les règles en matière de passeport diplomatique, elles sont en fait assez simples. D'abord, c'est le ministère des Affaires étrangères qui décide qui est attributaire d'un passeport diplomatique. Et il y a effectivement un certain nombre de fonctions qui en bénéficient. Donc, évidemment, ceux qui ont des fonctions consulaires et diplomatiques, ça semble assez logique. Le chef de l'État, les membres du gouvernement et le Premier ministre, pendant la durée de leur mandat ou de leur fonction, ce qui est assez logique aussi. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'ils ne passent pas 2 heures au contrôle de police quand ils se déplacent à l'étranger. Et là, pour le coup, c'est du bon sens, on peut le comprendre. Oui. On accorde ça en général aux proches des uns et des autres, donc les épouses, les enfants mineurs, etc., pour les mêmes raisons. Et ce que je comprends de ce que dit Alexandre Benalla, puisqu'il parle d'un passeport diplomatique d'1 an, c'est qu'on est dans ce que l'on appelle dans les textes le passeport diplomatique d'urgence, c'est-à-dire le passeport diplomatique qui est attribué pour une durée très limitée, à raison de l'exercice des fonctions, et qui va permettre effectivement à ceux qui sont autour du chef de l'État de l'accompagner. Alors, raisonnons par l'absurde, imaginons que l'entourage du chef de l'État n'ait pas le passeport diplomatique. Lui, il passe. Puis après, il attend. Et tout son personnel ne Voilà, il attend que les autres arrivent et il dit c'est vraiment long ces contrôles. Ou mieux encore, toute son équipe part 3 heures avant lui et lui, il se retrouve tout seul pour arriver parce que lui, vous voyez bien que c'est absurde. En revanche, la vraie question, c'est que ces passeports diplomatiques, encore une fois, alors moi je n'ai aucun élément et je n'en lis que ce qui s'en lit et il se lit quand même des choses un peu bizarres parfois. J'entends qu'il en aurait 2, ce qui est bizarre, sauf qu'à ce qu'il en ait un de l'année d'avant et que... Bon, et la deuxième chose, c'est que normalement, un passeport diplomatique, dans ces conditions-là, ça ne s'utilise que dans l'exercice de son fonction. Donc ça veut dire que si M. Benalla part en vacances dans un endroit où il a besoin de son passeport, il reprend son passeport normal, pas son passeport diplomatique, parce qu'il n'accompagne pas. C'est toujours la même distinction. Est-ce que je suis ou pas dans l'exercice des fonctions ? Eh bien, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spécial audition Benalla. Place au grand débat dont on va plus loin. #OVPL pour réagir sur Twitter. N'hésitez pas. On va revenir sur cette audition sous un autre angle encore. On a tous été frappés par la personnalité, par le comportement d'Alexandre Benalla lors de cette audition. On avait encore en mémoire ses insultes, ses provocations. On a vu ce matin un homme qui semblait vouloir coopérer et qui a montré un tout autre visage. On voit cela avec Fabien Recker. Un petit mot. Il est arrivé presque détendu, ignorant micros et caméras. Les sénateurs s'attendaient à un face-à-face musclé, mais Alexandre Benalla a pris tout le monde à contre-pied. D'emblée, il fait amende honorable et s'excuse pour ses propos incendiaires à l'encontre de la commission des lois du Sénat et de son président Philippe Bas. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Réaffirmant au passage son profond respect pour les sénateurs, l'ancien chargé de mission à l'Élysée joue la carte de la modestie. Je m'explique devant vous, déjà je m'expliquerai devant la justice et ensuite on reprendra une vie normale. Calme, souvent souriant, courtois, le jeune homme s'attache à démontrer sa bonne volonté. Réaffirmant à chaque prise de parole son effort de précision vis-à-vis de la commission. Je vais y répondre précisément, pour être tout à fait exact. Alors, pour être très précis. 2h30 d'audition, sans qu'une seule fois Alexandre Benalla ne se réfugie derrière le secret de l'instruction ou le secret défense pour éviter de répondre. Une prestation de bon élève qui tranche avec les images de la place de la Contrescarpe. Alexandre Benalla a en tout cas montré ce matin un tout autre visage. Avec nous sur ce plateau pour le grand débat d'OVPL, Nicolas Prissette, bonsoir, journaliste politique indépendant. Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard. Isabelle Véra-Masson, bonsoir, directrice de recherche au CNRS, spécialiste en communication politique. Et Élodie Mielzarek, bonsoir, sémiologue, comportementaliste et également spécialiste en communication politique. Tout le monde a été frappé, je le disais en introduction, y compris les sénateurs, par le comportement d'Alexandre Benalla. On a vu un homme qui répondait aux questions, plutôt de bonne volonté. Et ça change, il faut bien le dire, de l'homme qui insultait le Sénat il y a encore quelques semaines. Isabelle Véra-Masson, est-ce qu'on a le sentiment, à l'issue de cette audition, d'avoir un homme qui a 2 visages ?
Pas du tout. Moi, je l'ai vu interrogé sur TF1. J'ai trouvé exactement le même. Ça avait été très frappant d'ailleurs, cette découverte de ce garçon. On s'attendait à voir un barbouze absolument abominable, vraiment. Et puis on a vu... Enfin, il y avait eu les insultes à l'encontre de Philippe Bas, Petit Marquis. Oui, enfin bon... un Sénat qu'il ne respectait pas. Oui, non, des critiques, disons. Enfin, on n'était pas quand même dans les gros mots et les noms d'oiseaux, même si c'est pas très gentil de traiter de Petit Marquis quelqu'un. Mais je veux dire, encore une fois, j'ai trouvé que non, j'ai retrouvé le même que celui que nous avions vu dans le journal télévisé, et puis l'article du Monde, dont on savait qu'il avait été fait sans contrôle, sans relecture, face à deux journalistes qui ne sont quand même pas des tendres. Donc je n'ai pas du tout été étonnée, et j'aurais été étonnée d'être étonnée. Mais il correspondait tout à fait à ce qu'on imaginait. Alors, là où j'ai été pas étonnée, mais j'ai trouvé que c'était habile, c'est évidemment le temps qu'il a passé à s'excuser de ce que vous appelez des insultes, ce que j'appelle des noms d'oiseaux. Mais pas un homme au malin. visage. Élodie Mielzarek. Effectivement, pour aller dans votre sens, parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait plutôt ces deux dimensions, cette double dimension. Il a fait preuve aujourd'hui, effectivement, d'une certaine empathie, il a fait profil bas, et ça se voit notamment à travers son discours et les mots qu'il utilise. Il a beaucoup utilisé ce qu'on appelle des amadoueurs en linguistique, c'est-à-dire on fait montre de politesse, on s'excuse. À plusieurs reprises d'ailleurs, il dit « je n'ai pas été clair, je m'en excuse, j'essaye en effet d'être le plus précis possible ». Voilà, c'est plutôt une attitude qui jusqu'ici n'avait pas été forcément visible, et même dans son corporel, c'est-à-dire que les attitudes avec le menton levé qu'on peut codifié comme du mépris, ici, non, on était dans quelque chose qui était très opposé. Nicolas Prissette, en termes comportementaux, est-ce que vous avez trouvé qu'il avait montré un visage particulier? Certains ont même dit que c'était une démonstration de force, qu'il avait été fin, malin. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de la malice dans ses propos, dans son comportement ce matin, mais de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix, Alexandre Benalla, et ça lui a été rappelé au début de l'audition, les règles de droit, risque d'amende, risque de prison. Il aurait pu moins coopérer. Vincent Kras, après lui, n'a pas du tout coopéré. Oui, bien sûr, mais en étant dans cette attitude, il a voulu faire passer le message qu'il n'avait, lui, rien à se reprocher de son propre point de vue, bien sûr. Et donc, il n'avait rien à cacher. Et il a été dans des réponses plutôt longues. Il n'a pas vraiment évacué de questions, comme par exemple ses successeurs l'ont fait ce matin, ceux qui ont pris la parole après lui, qui ont été auditionnés après lui. Donc, on a eu un Alexandre Benalla qui était sur sa ligne de défense et d'explication avec une forme de sincérité et de naturel. Après, ça ne préjuge pas de savoir si peut lui reprocher ou pas dans sa position, mais en tout cas, quelqu'un qui était évidemment pas du tout dans la fermeture, le risque de ne pas venir, par exemple, qu'on a évoqué quelques instants. Oui, parce qu'il a quand même eu un quart d'heure de retard, donc effectivement, on s'est posé la question. Donc voilà, donc en fait, la commission d'enquête, pour revenir un peu au fond, ce matin, elle a eu les réponses à toutes ces questions de la part d'Alexandre Benalla. Même s'il y a des réponses qui peuvent... Même s'il y a des réponses qui peuvent être jugées, il n'y a pas répondu. Même s'il y a des réponses qui peuvent être jugées de la part des sénateurs insatisfaisantes ou floues ou imprécises, en tout cas, il n'a pas évacué aucune question. Alors avant d'en venir sur le fond, Pierre Jacquemin, d'abord sur la forme, cette démonstration, cette représentation, certains disent que c'était totalement orchestré par les communicants de l'Élysée. On a vu ce genre de critique dans l'opposition. Est-ce que vous y croyez ? Il y a quand même la sensation, ça donne quand même l'impression qu'il y a un Alexandre Benalla pris la main dans le sac, comme il l'a été. Et d'ailleurs, il y a des poursuites judiciaires à son endroit sur violence, je ne sais plus quel est le terme, en réunion, voilà. Il y a donc ce personnage-là qui, dans un espace privé, à l'abri des regards, à l'abri des caméras, peut avoir ces tentations impulsives, visiblement, comme beaucoup de ses proches ont pu le dire, notamment dans l'exercice de ses fonctions. Et puis il y a cet Alexandre Benalla qui, effectivement, dans un milieu politique, il connaît l'affaire. Donc, dans un JT, effectivement, il prépare ses éléments de langage. Et dans une commission d'enquête parlementaire, quand même, dans un cercle privé ou avec un journaliste, il a pu dire des mots très insultants à l'égard de parlementaires, avec un mépris aussi pour l'institution. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'audition, il s'est montré très conciliant. Il a répondu aux questions. Effectivement, vous qui vous intéressez aux mots, il y a quand même un mot qui revient très régulièrement, c'est cette question de la rigueur et de la justesse et de la clarté de son propos. Je vais être très précis, il l'a martelé après des dizaines de fois. Force est de constater quand même que les précisions aujourd'hui posent un certain nombre de questions. Et donc effectivement, il y a, je crois, pour revenir à la question sur la forme, il y a cet Alexandre Benalla qui est dans l'espace privé, quelqu'un de sans doute impulsif, comme ça l'a été rappelé. Et puis il y a cet homme qu'on voit à la télévision et sur les photos des journaux, qui est beaucoup plus préparé, beaucoup plus conforme à ce qu'on attend d'une personne qui a
travailler à la présidence de la République. Élodie Melzarek, je vous donne la parole dans 2 secondes. Je voudrais juste qu'on revoie une des séquences les plus fortes de cette audition. C'est quand Alexandre Benalla décide de présenter ses excuses en préambule. Écoutez. J'ai un profond respect pour le Sénat, j'ai un profond respect pour les sénateurs, et mon propos, c'était celui d'avoir l'impression d'être instrumentalisé à des fins politiques. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. J'ai été bien élevé, et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Bas, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. C'est une séquence forte, Élodie Melzarek. J'ai été bien élevée, je vous présente mes excuses. Les mots sont très forts. Oui, ça va lui permettre d'ailleurs d'installer une espèce d'atmosphère, de tonalité, du parler vrai que vous évoquiez à l'instant. Alors là où je vais moduler un petit peu votre propos, parce que vous dites finalement, il n'a pas évacué de questions. Mais il n'a pas évacué de questions, mais il n'a pas répondu à certaines questions pour autant. Vous savez, le pouvoir des mots, c'est justement de pouvoir se laisser embarquer par eux. Et à force de répéter pour être précis, eh bien vous en déduisez par induction que effectivement son discours est précis. Sauf que en ce qui concerne la question du port d'armes, eh bien il va falloir s'y reprendre à 3 reprises, lui poser exactement la même question pour qu'il réponde précisément justement à cette question-là. Donc c'est un premier piège, mais effectivement il maîtrise bien les mots. Autre fait qui m'intéresse énormément quand on s'intéresse à la sémantique, c'est le deuxième mot qui revient le plus, c'est personnel, comme dans motif personnel. J'avais émis il y a quelque temps effectivement l'hypothèse de la stratégie du loup solitaire, c'est-à-dire qu'il était tellement violent dans ses affirmations, notamment en utilisant cette expression de petit marquis, que pour moi j'y voyais une violence qui permettait de couper le lien à l'Élysée et de montrer qu'effectivement il a agi en son nom propre et seul. Et c'est bien cette stratégie du loup solitaire qu'on a vu à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'il est apparu seul. Mais deuxième paradoxe, et pour tout à fait aller dans votre sens, il y a des éléments de langage. Et on peut s'intéresser, c'est-à-dire qu'à la fois il se présente comme un homme seul, et en même temps il y a des mots qui reviennent comme une musique, maître des horloges, fake news, petit marquis, qui était quand même l'expression qu'avait utilisée Laurent Fabius pour parler d'Emmanuel Macron en disant petit marquis poudré. Il me semble que cette expression-là n'est pas une expression usitée tous les jours. Donc c'est assez surprenant d'entendre des mots qui sont assez spécifiquement identifiables comme une musique élyséenne, comme une musique élyséenne. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est le paradoxe entre l'homme solitaire et l'homme qui aurait été guidé par des éléments de langage. Ça paraît extrêmement contradictoire. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit, on s'aperçoit à quel point il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'effectivement, à quel point il a préparé avec des gens. Moi, l'histoire du petit marquis, j'avais jamais douté que c'était un propos qui lui avait été soufflé. C'est pas son univers. Sacha Houlier racontait l'autre jour qu'il s'était fait traiter de petit marquis. C'est des insultes qui n'en sont pas. C'est une manière d'être désagréable sans être grossier. Donc non, il n'est pas seul du tout. Il est préparé. Il était d'ailleurs, c'était parfois gênant à l'égard des sénateurs. Il était beaucoup mieux préparé qu'eux. Il les remettait dans bon, vous avez trouvé? Ah bah oui, il les remettait dans les cordes. Si on devait distribuer des points dans ce match, vous diriez que c'est lui qui l'a emporté? Ah bah oui. Il ne cherchait pas ses mots, il ne cherchait pas ses arguments. Il avait réponse à tout. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'a pas été clair. S'il n'avait pas été clair, s'il n'avait pas répondu, les sénateurs n'avaient qu'à, parce qu'il y avait une vraie liberté, il y avait vraiment du temps, lui redemander. Ils l'ont fait. Vous avez raison pour l'histoire de l'arme. Donc, moi j'ai regardé pratiquement toutes les auditions et à chaque fois c'était ça. On posait des questions, la personne en face répondait et les sénateurs disaient après, quand ils étaient en dehors de l'audition, dire on ne nous a pas répondu. Si on ne leur a pas répondu, pourquoi ils n'ont pas insisté? Pourquoi ne pas revenir? Donc, les éléments de langage du Sénat depuis le début, c'est on ne répond pas à nos questions. On ne répond pas à leurs questions parce qu'on ne répond pas de la manière qu'ils aimeraient. Ils n'entendent pas les réponses qu'ils aimeraient entendre. Je crois que c'est ça leur problème. Moi, je suis plutôt rassurée. Après ces auditions, personne n'est en capacité de dire quel était exactement le périmètre des fonctions, des missions de M. Benalla. Moi, j'ai très bien compris. J'aimerais que vous nous le disiez, parce que je ne suis pas sûr que
répondu. On a vraiment compris. Mais très bien. Il a pourtant répondu à cette question. Très bien. Et qui vient poser des questions qui sont en contradiction avec des vérités sous serment qui ont été révélées par le directeur de cabinet du président de la République, par le chef de cabinet du préfet de police. Il y a quand même un certain nombre de vérités qui ont été dites aujourd'hui, notamment sur le port d'armes pour usage personnel, alors qu'a priori c'était pour des raisons spécifiques à son métier de chargé de mission. Chargé de mission au cabinet du président de la République. Qu'est-ce qui juste c'est quelqu'un qui travaille. Mais de toute façon, c'est constamment spécieux. On voit bien que c'est à la fois un homme qui travaille dans les questions de sécurité, qui aime les armes, qui depuis des années s'entraîne. Il a donné des précisions. Justement, quand il dit je vais être clair, il l'a été. Il a donné le nombre de fois qu'il allait au centre de tir. Et quand il a des armes, c'est à la fois pour des raisons professionnelles et parce qu'il a le goût des armes. Enfin, on le sait. Je veux dire, on n'attribue pas un port d'armes quelle que soit d'ailleurs la responsabilité qu'on donne à quelqu'un qui est juste parce que pour des raisons personnelles, il a envie d'avoir un port d'armes. C'est les deux. C'est pour ça qu'il ne ment pas. À chaque fois, vous avez raison. Mais il a soulevé, vous avez raison, mais il a soulevé une question très intéressante et qui, à mon avis, va susciter bien des et qu'on a traité même avec nos juristes. Je voudrais juste, il n'a cessé de tenter de redorer son image. Après les excuses, on a eu droit à un autre passage intéressant que je voudrais qu'on regarde ensemble. Je fais l'objet d'aucune mention au traitement des fichiers de traitement des antécédents judiciaires. Vous avez répondu. Et j'ai fait l'objet de plusieurs enquêtes avant de rentrer à l'Élysée. Voilà. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Nicolas Prisset, disons-le, il s'est aussi beaucoup servi de ce qui a été dit dans les médias. C'est vrai que tout le monde l'a un peu pris pour une grosse brute, une petite frappe, effectivement. Et là, il a tenté de montrer le contraire. Il a vraiment essayé de montrer patte blanche. Évidemment, puisque quand les Français découvrent Alexandre Benalla, qu'ils ne connaissaient pas, la première chose qu'ils voient de lui, c'est une vidéo dans laquelle il a maillé à partir avec un manifestant de façon plus ou moins énergique. Alors certains disent violent, plus ou moins violent, bref, peu importe. C'est la première image que les gens ont eue d'Alexandre Benalla. Donc forcément, partant de là, c'est difficile. Voilà, ça reste comme étant je veux dire, l'identité première que ce personnage a envoyé. Après, le fait qu'il essaye d'expliquer le contraire, disant bah non, je ne suis pas une petite frappe, comme pour reprendre son expression. Oui, bah, c'est sa défense. Mais là, on est sur les faits qui sont les faits du 1er mai et qui relèvent de la justice et de l'enquête de justice. On n'est pas dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat qui ne s'intéresse pas à ça, qui n'a pas le droit de s'y intéresser. Élodie Mielzarek. Effectivement, la transposition de ces 3 temps, c'est-à-dire le temps politique, le temps médiatique et le temps judiciaire, fait qu'il a très bien répondu aux questions qui lui étaient posées, mais celles qui restent en suspens, mais effectivement, c'est la justice qui va déterminer. Mais il me semble qu'un des points fondamentaux, et c'était sans doute pour cela que nous étions devant nos postes de télévision, parce qu'on attendait quand même une réponse de savoir pourquoi il y avait finalement l'incarnation d'une légitimité supérieure dans une hiérarchie pyramidale parallèle. Et à cette question-là, de savoir y avait-il ou n'y avait-il pas un favori du roi, effectivement, là-dessus, c'est plutôt la déception, puisqu'on n'a pas pu avoir les éléments de réponse. Mais c'est parce qu'il n'y avait aucune raison de dire ça. Depuis qu'il y a les auditions ont commencé... Justement, le Benalla Gate tourne autour de cette question-là. Vous ne pouvez pas l'évacuer, c'est la question fondamentale. On a prouvé à force d'audition qu'il n'y avait pas de Benalla Gate, que la question, le soupçon... Il y a un soupçon depuis le départ qui repose sur des choses qui sont totalement vagues. L'histoire du salaire n'existe pas. L'histoire des prérogatives spécialisées n'existe pas. Des petits avantages, des petites faveurs. N'existe pas. Point à point, tout ce qui a... Enfin, passeport diplomatique, port d'armes, il y a quand même des questions qui restent... Les coffres qui disparaissent mystérieusement lors des perquisitions, excusez-moi. Si Benalla n'a pas de port d'armes, avec le temps qu'il passe à s'entraîner, alors qu'il racontait lui-même qu'il avait gagné 13 000 euros par mois, je crois, quelque chose de somme astronomique pour dans une organisation internationale. Mais on peut être passionné et outrepasser les droits. Enfin, je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ces accusations, ce doute, moi j'en ai été absolument... j'ose dire victime. Comme tout le monde, j'ai vu les images, j'ai entendu les rumeurs, et je me suis dit, c'est une affaire d'État. Et puis progressivement, à force d'écouter les auditions, de voir ce qui se passe, tout s'est dégonflé. Mais si vous avez été convaincu par les propos d'Alexandre Benalla, pardon, je croise les deux, mais que dites-vous de l'audition de M. Kras, qui lui-même ne veut pas répondre à la question alors qu'il est un proche de M. Benalla, quels sont les contours de vos fonctions? Est-ce que vous étiez un agent de sécurité du président de la République? C'est quand même étonnant que...
tout on ne soit pas en mot capacité de qu'il répondre à dirait ça. se retournerait contre lui. Et il avait d'ailleurs demandé le huis clos, Et bien qui ne lui a pas été accordé. Enfin, on voit bien dans ce monde médiatique actuel, chaque mot est retenu contre vous. Est retenu contre vous, sorti de son contexte, réinterprété. C'est le règne de aller voir le film The Guilty, de l'erreur totale à partir d'une mauvaise. Il y a une autre séquence intéressante que j'aimerais vous faire commenter. C'est le moment où Alexandre Benalla nous explique qu'il a été parfois mal perçu parce qu'il voulait bousculer les codes, changer les habitudes ancestrales, et lui-même parle d'Emmanuel Macron dans ce passage. Je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on ne vous a pas attendu pour changer les choses. Bon, ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous ne faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche. Pierre Jacquemin, je la trouve intéressante cette séquence parce qu'elle a l'air de montrer qu'effectivement Emmanuel Macron s'est entouré de gens comme lui. Et cet homme, ce cas Benalla, n'est-il pas tout simplement symptomatique du macronisme? Est-ce qu'il n'est pas l'illustration de ce macronisme qui veut bousculer les codes? Alors tant mieux s'ils veulent bousculer les codes. D'ailleurs, aujourd'hui, l'affaire Benalla doit permettre aussi de faire bousculer les choses. Et d'ailleurs, la grande réforme de la Constitution qui était prévue initialement par le président de la République, elle devrait être au cœur de la problématique. Oui, mais ça fait grincer des dents et ça crée des affaires. Ça fait grincer des dents, certes, mais il y a l'affaire Benalla. Maintenant, l'affaire Benalla, c'est une affaire qui va aller du côté des tribunaux. Il faut que la question politique soit réglée. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui après cette affaire, ce qu'on appelle l'affaire Benalla. Après toutes ces auditions, les sénateurs ont très bien fait leur travail. Aujourd'hui, je pense que politiquement, il faut que la réponse, elle soit une réponse à la hauteur des dysfonctionnements qui ont été révélés dans cette affaire. Et les dysfonctionnements, ils sont ceux de la concentration d'un pouvoir aux mains d'un président de la République. Je ne parle même pas de la question de quelle organisation de la sécurité du président de la République qui est visiblement quand même était en voie d'être privatisée dans le cadre de cette commission d'experts qui réfléchissait à une nouvelle organisation. Disons. Voilà, pour réformer. Et très bien qu'il puisse participer, M. Benalla, à toutes ces problématiques s'il ne vient pas de ce monde-là. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance de la part d'un corps d'État constitué à l'égard de gens qui n'ont pas les diplômes, qui ne viennent pas du même endroit, des mêmes milieux. Et il a raison de le dire parce que c'est très vrai. J'en ai fait l'expérience en cabinet ministériel. C'est vrai qu'il peut y avoir une arrogance de tu n'as pas fait l'ENA, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir la vérité vraie de ce qu'il faut faire pour le bien des Français et pour le bien de nos institutions. Donc la question, elle est éminemment politique parce qu'elle dépend de la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et là, on va voir si cette majorité va aller jusqu'au bout de la réforme. Nicolas Prissette, c'est ça le macronisme, c'est qu'il a fait venir aussi des gens qui n'étaient pas issus du sérail et qui sont là aussi pour bousculer. Et c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, le président de la République lui-même. Ce qui est intéressant quand on aborde le sujet sur cet aspect-là, c'est que justement, on a une volonté de réforme de l'Élysée de l'intérieur avec ce poste qu'a décrit Alexandre Benalla, qui est un poste un peu hybride, un peu nouveau. Il l'a dit, voilà, ça a bousculé des habitudes. Même le fait qu'il soit proche du président de la République, ça bouscule. Et aujourd'hui, on a cette commission d'enquête au Sénat qui va se terminer par un rapport et des conclusions et des propositions. Et donc, on pourrait avoir de façon un peu paradoxale, un peu cocasse, un président de commission gaulliste qui en viennent à faire des propositions de réforme de l'Élysée, Élysée qui vit sous ce statut protecteur de la Ve République du général de Gaulle. Donc peut-être que c'est l'ironie d'histoire, ça sera, et la fin de l'histoire, ça sera que il y a des choses peut-être à changer dans le fonctionnement des institutions, dans la façon dont on s'occupe de l'Élysée, dans la façon dont l'Élysée peut rendre des comptes, être contrôlée. La Cour des comptes s'occupe des comptes de l'Élysée, mais de façon assez récente, et ils estiment qu'ils n'ont pas toutes les informations pour dire voilà, quelles sont les dépenses exactes, précises de l'Élysée dans tous les domaines. Donc peut-être qu'à la fin de l'histoire, on aura des éléments de réforme institutionnels qui permettront que l'Élysée soit moins une boîte noire, que toute personne entrant avec le président de la République, faisant partie de son cabinet, de près ou de loin, en défaire à la haute autorité pour la transparence de la vie politique, puisque manifestement c'est quelque chose qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui pourrait être le cas demain. Donc, il y aura peut-être des avancées en termes de transparence finalement à l'issue de l'affaire Benalla. Isabelle Vermasson. Alors moi, je ne vois pas tellement les ressemblances entre Benalla et Emmanuel Macron, dans la mesure à part qu'ils sont tous les deux jeunes. Mais enfin, il y en a un qui vient de la banlieue, qui s'est... Ah non, on ne parlait pas du parcours, c'est le franc-parler, l'envie de faire changer les choses, l'envie de faire évoluer les choses. C'est la démarche d'Emmanuel Macron. Moi, ce sont des éléments de langage. C'est même la façon dont ils sont décrits par les autres, parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui avait été... Moi, pour moi, c'est l'ancien monde. Quand on regarde les critiques qui avaient été émises à l'encontre de M.
Benalla, c'était notamment l'arrogance. Effectivement, dans les côtés plus positifs, c'était, et on l'a re-entendu aujourd'hui, quelqu'un qui est très professionnel, quelqu'un qui est intelligent. Ça a même été souligné par le personnel du Sénat. Donc effectivement, moi, c'est pas tant les personnalités intrinsèques, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la perception et les représentations des gens, une espèce de télescopage qui fait que Benalla et Macron, finalement, il y avait quelque chose d'assez aligné. Et totalement associé. Mais je crois en revanche que aucune réforme de l'Élysée n'empêchera un président de la République, qui est le premier au sommet de l'État, d'avoir envie de s'entourer de gens dans lesquels il a confiance. Bien sûr, c'est très bien d'une certaine manière qu'il y ait des auditions, que les commissions contrôlent ce type de confiance que l'on donne, peut-être. Mais je ne trouve pas anormal que vous ayez envie de vous entourer de gens. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Mais avant, franchement, il y avait des voyous. Lui, c'est pas un voyou. Ouais. Donc moi, et les institutions ont bien fonctionné. Ce Benalla a fait une erreur, indiscutablement. Les institutions ont bien fonctionné. On voit quand même le problème de l'ingérence du pouvoir exécutif sur le Parlement. Ah bah alors justement, on y vient. Parce que cette audition, finalement, est-ce qu'elle marque la fin du feuilleton? C'est loin d'être sûr. On a entendu Benjamin Griveaux aujourd'hui même remettre encore en question la déontologie de Philippe Bas, la légitimité de cette commission d'enquête. Et on a eu toute une série de responsables politiques qui ont affiché leur scepticisme. Regardez ce que dit Pierre Charon, sénateur LR de Paris. Il se fout de nous, c'est un gros malin. De quoi ont-ils peur? Qu'a fait M. Benalla pour avoir autant de soutiens gouvernementaux? Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Finalement, qui protège qui? Est-ce que c'est M. Benalla qui protège Emmanuel Macron ou le président de la République qui était le garde du corps de M. Benalla? On est, il faut le dire, parfois à la limite de théories complotistes aussi, Pierre Jacquemin. C'est vrai que ça va un peu loin. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu sans doute une erreur, à mon avis, tactique, politique de la part du gouvernement d'avoir fait monter justement ses ministres pour taper sur le président de la commission des lois et pour dire que l'affaire Benalla était une instrumentalisation politique. Voilà. Donc il y a eu une erreur. Je pense que la commission se serait passée dans les bons cadres habituels. Il n'y aurait pas eu le déballage médiatique sur lequel on est en train de débattre. Donc il y a une responsabilité du gouvernement. Mais par ailleurs, le plus grave, et c'est pour ça que j'insistais sur la question de la réforme de la Constitution, c'est que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'ingérence depuis le début. Pourquoi la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a été aussi peu aboutie? Il y a eu un travail très peu abouti à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le travail qu'ont fait les parlementaires, enfin les sénateurs aujourd'hui, montre l'importance et l'enjeu aussi d'une contre-chambre comme celle du Sénat. Donc le travail des sénateurs a été bien fait, et c'est très bien. Mais en revanche, cette ingérence de l'exécutif sur le parlementaire est un problème. Et en plus de ça, quand on sait les projets d'orientation, de réforme de la Constitution qui visent à affaiblir le pouvoir parlementaire, ça inquiète davantage sur cette super présidentialisation qui est en train d'être incarnée, enfin qui est plus qu'en train d'incarner, puisqu'elle est incarnée depuis un an maintenant par Emmanuel Macron, de super président à tout pouvoir, sans véritablement contre-pouvoir en fait. Élodie Malzarek, qui est comme deux commissions, qui était très étonnant. Bah oui, enfin, il y a eu des interférences quand même assez graves. Ce qui a été le plus étonnant finalement aussi depuis le début de cette affaire, c'est justement le positionnement d'Emmanuel Macron. Lui qui se trouve toujours dans une certaine déférence face aux institutions qu'il aime protéger, qu'il aime valoriser, eh bien le qu'ils viennent me chercher, effectivement, était une sorte de hiatus. Et ça a réinterrogé beaucoup de choses, parce que finalement, on pourrait tout à fait se dire que cette affaire Benalla, il aurait suffi de quelques jours pour y mettre fin. Et une attitude spécifique, qui est de l'ordre justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'arrogance et du mépris, fait que la roue s'est aussi emballée. Alors que ça laissera des traces? En tous les cas, la question, elle est fondamentalement, c'est la question de la théorie du complot. C'est-à-dire que lorsque vous lancez une théorie du complot, vous ne vous en sortez pas. Vous parlez, vous ne parlez pas, c'est que vous avez quelque chose à cacher, on ne s'en sort pas. Mais lui-même, Emmanuel Macron l'a lancé. Vous en parlez parce qu'il pense que ce n'est pas une affaire d'État. Enfin, il passe un coup de téléphone à Gérard Larcher. Oui, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, à force de ne rien dire, ça va nous retomber dessus. Donc il faut peut-être faire quelque chose. Peu importe. En tous les cas, ce qui me semble terrible pour le fonctionnement de la démocratie, vraiment, c'est qu'apparemment, cette affaire Benalla a eu de l'importance. A eu de l'importance qui est parce que cette théorie du complot, qui est très, très largement... C'est pour ça que l'opposition, et surtout l'opposition de gauche, à mon avis, les autres font leur travail. Là, on parle d'un président. Attendez, il nous reste 30 secondes, on va la laisser terminer. Ils ont porté un coup
aux institutions et à la crédibilité des politiques. C'est Emmanuel Macron qui a commencé sur ce registre-là. Et le sondage est terrible donc pour le pouvoir, mais ce que l'on voit lorsqu'on regarde de près le sondage, c'est qu'il est terrible pour les institutions et pour la classe politique. C'est quand même pas la gauche qui est responsable de cette affaire. On joue beaucoup trop avec cela, en jouant avec la théorie du complot. C'est pour ça que je parlais de la posture d'Emmanuel Macron qui a été une posture aggravante vis-à-vis de cela, puisqu'il a fait ce jeu du complotisme. Et c'est la fin de ce débat. Il aurait peut-être dû faire autrement puisque le résultat est catastrophique. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission. publicsena.fr pour retrouver toutes nos vidéos, les articles de la rédaction et les émissions en replay. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.